La ville de Falaise, Normandie, nord-ouest de la France. L'année 1386. Le meurtrier s'était introduit chez le couple. Jonah, le bâtisseur, était absent, aidant à la construction d'une église voisine, pendant que sa femme lavait du linge en lin au ruisseau le plus proche. Leur enfant dormait profondément dans son berceau. Voyant sa chance, le tueur s'est approché furtivement du nourrisson et l'a attaqué, mutilant son visage et arrachant ses bras. Il ne s'est pas écoulé longtemps avant que le coupable ne soit attrapé et jugé rapidement. Reconnue coupable de meurtre, elle a été condamnée à être mutilée et estropiée avant de recevoir la peine de mort. Malgré son sexe féminin, la prisonnière a été vêtue d'une chemise blanche, d'un gilet et de caleçons neufs, puis conduite à la potence. Les habitants locaux ont amené les amis et la famille du prisonnier pour assister à l'exécution dans l'espoir qu'ils seraient dissuadés de poursuivre une vie de crime comme leur associé. Ce tueur a également dû porter un masque humain, car elle était en fait un cochon. Il existe un reçu pour le 9 janvier qui relate le paiement à l'exécuteur de la ville de Falaise de tant sous et tant deniers pour cette pendaison spéciale. Le reçu dit, je cite, « Pour ses efforts et son salaire pour avoir traîné puis pendu à la place de justice une truie d'environ 3 ans qui avait mangé le visage de l'enfant de Jaunet le constructeur qui était dans son berceau et avait environ 3 mois, de telle manière que ledit enfant est mort des blessures. » Le bourreau a reçu de l'argent supplémentaire pour un nouveau gant et déclare qu'il est bien satisfait de cette somme et ne fait aucune autre réclamation sur le roi notre sire. Il semblerait que le bourreau n'était pas heureux d'être connu comme un vulgaire tueur de cochons. Il était un maître des œuvres hautes et voulait être pourvu de nouveaux gants afin qu'il puisse accomplir son devoir, tandis que ses mains restaient encore propres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner la condamnation et la sentence à mort des animaux pendant le Moyen-Âge. Bienvenue à Medieval Madness. Petit cochon. La plupart des procès médiévaux qui tenèrent les animaux pénalement responsables de leur comportement ont eu lieu en Europe de l'Ouest, dans la zone qui couvre aujourd'hui l'Italie, l'Allemagne, la Suisse et la France moderne. Les procès avaient lieu officiellement devant un juge avec des avocats et des témoins. Les animaux étaient souvent laissés en liberté dans les rues et les champs des villes et villages médiévaux, tout comme les enfants, ce qui signifiait que les accidents étaient très courants. Les cochons pouvaient peser jusqu'à plusieurs centaines de kilos et étaient capables de causer beaucoup de dégâts en tuant et même en mangeant des gens. Les juges médiévaux croyaient en l'égalité entre les droits de l'homme et ceux des animaux. Au Moyen-Âge, les animaux jouissaient d'autonomie et de liberté, mais leurs crimes étaient punis selon les mêmes lois et avec la même sévérité que ceux des humains. Cependant, les animaux étaient rarement emprisonnés. C'était un bannissement de leur communauté ou une condamnation à mort. Un jugement spécifique serait rendu pour un crime et une punition correspondante appliquée à un animal condamné. Il y avait 2 types distincts de procès d'animaux, le type séculier qui était appliqué aux crimes des cochons, vaches, chevaux et autres animaux domestiques, généralement pour le délit de meurtre. Les coupables étaient souvent condamnés à mort, mais pour des crimes moins graves que le meurtre, l'animal pouvait être épargné et la punition signifiait l'exil de la communauté. L'Église intentait des procès contre les nuisibles tels que les sauterelles, les charançons, les souris, les rats, les oiseaux et les serpents pour qu'ils cessent de détruire les récoltes. Ils seraient exilés des champs, des vignobles et des vergers par voie d'excommunication ou même d'exorcisme. Les cochons étaient les animaux qui se mettaient le plus souvent dans de graves ennuis. Ceux qui commettaient un homicide étaient généralement pendus ou enterrés vivants. Les animaux reconnus coupables de bestialité, ce qui semble être un oxymore en soi, étaient brûlés vifs. Comme le cochon près de Paris en 1266 qui a été brûlé publiquement après avoir été condamné à mort par les moines de Sainte-Geneviève pour avoir mangé un enfant. Il semblerait que personne n'était à l'abri des tendances homicides des porcs, comme l'a découvert Louis le Gros lorsque son fils, le prince héritier Philippe, traversait Paris à cheval. Un sanglier appartenant à un abbé a couru entre les jambes du cheval du prince, le faisant tomber et le tuant. Chaussures. Volez-les. L'Église affirmait pouvoir exiler toute créature en la bannissant simplement de la zone. Si la vermine partait, c'était à cause du pouvoir de Dieu et de la médiation de l'Église dans l'affaire. Mais si la vermine restait, eh bien, c'était bien sûr à cause de la péché des gens.
Dans les deux cas, l'Église conservait son prestige et son pouvoir. À Mayence, en Allemagne, au XIVe siècle, les paysans ont porté plainte contre des mouches espagnoles qui ont été sommées de de comparaître devant les autorités à une heure précise. Cependant, le juge a décidé que, je cite, « en considération de leur petite taille et du fait qu'elles n'avaient pas encore atteint leur majorité, elles devraient se voir attribuer un tuteur pour les défendre ». Néanmoins, les mouches ont quand même reçu une expulsion bien que leur défenseur ait réussi à obtenir un morceau de terre où elles pourraient en se retirer. La façon dont cette réinstallation a été réalisée reste un mystère. Porc dans les prix. Il semblerait qu'en France, il y avait de l'argent à gagner dans l'exécution des animaux. Pour le meurtre d'un enfant à Romaine en 1394, un porc a été condamné à être acclamé et pendu par le lieutenant du bailli. Il a transmis le travail au bourreau. Il y avait différentes monnaies dans la France médiévale et le bourreau, Monsoir Micton, a été payé 50 tournois pour ses services. Dans un autre cas de 1403, le bailli a présenté une facture de dépenses acquises lors de l'emprisonnement et de l'exécution d'un cochon, avec des frais pour le coût de son maintien en prison, le transport pour l'amener à la justice, des cordes pour la lier et la saluer, et de nouveaux gants, ainsi que les honoraires du bourreau qui a dû se déplacer spécifiquement de Paris. La facture finale s'est élevée à près de 70 sols parisiens. Les prisonniers, animaux ou humains, étaient traités de manière identique. Le gardien de la prison de la ville française de Pont-de-l'Arche a reçu de l'argent du shérif pour du pain, pour nourrir ses captifs qui comprenaient un cochon. Gardé là-bas de juin à juillet 1408 quand il a été pendu pour avoir tué un enfant. Mais de l'argent supplémentaire était nécessaire pour, je cite, « une corde trouvée et fournie dans le but d'attacher le dit cochon pour qu'il ne puisse pas s'échapper. » Les bêtes bestiales, les cochons infanticides semblaient être assez courants au Moyen-Âge, mais il y avait d'autres infractions et d'autres animaux qui étaient traités avec la même gravité. En 1394, un cochon a été pendu à Mortegnat pour avoir sacrilègement mangé une hostie consacrée. Sacrilège. Et le crime de sodomie avec un animal signifiait que les deux parties seraient punies par la peine de mort. En 1565, à Montpellier, un homme et une mule ont été reconnus coupables du crime de sodomie et condamnés à être brûlés vifs. Mais la mule s'est avérée si vicieuse que le bourreau lui a coupé les pieds pour qu'elle ne puisse pas le frapper. En 1546, un homme et une vache ont été pendus puis brûlés pour le même crime. Un homme nommé Gaillette a été condamné à être pendu et étranglé sur un gibet en punition de la sodomie à Chartres en 1606. Sa complice, une chienne, a été condamnée à être frappée à la tête par le bourreau de haute justice, puis les corps morts des deux devaient être brûlés et réduits en cendres. Monsieur Guillet, qui s'était enfui, devait voir tous ses biens confisqués et payer une amende de 150 livres. Une effigie à son image devait être attachée au gibet et pendue là jusqu'à ce qu'il soit repris. Un taureau appartenant à un agriculteur du village de Moisy s'est échappé en 1314 et a couru sur la route où il a attaqué un homme, le blessant si gravement qu'il est mort plus tard. Le taureau a été emprisonné par l'officier du comte de Valois, jugé, condamné et pendu. Alors qu'à Gisors, en 1405, un paiement a été fait au charpentier qui avait construit l'échafaud où un bœuf a également reçu la corde pour ses manquements. Et en 1499, un taureau rouge a été exécuté pour, je cite, « avoir tué avec furie un jeune homme de 14 ou 15 ans nommé Lucas Dupont ». Il avait apparemment été employé par l'éleveur possédant un taureau homicide. Puis en 1474, pour le crime odieux et contre nature de, je cite, « pondre un œuf », un coq a été brûlé sur le bûcher à Bâle en Allemagne. C'était une superstition au Moyen-Âge que l'œuf d'un coq serait utilisé comme l'un des ingrédients de l'onguent de sorcière. Il est bien sûr beaucoup plus probable que c'était en réalité une poule qui a pondu un petit œuf et qu'il a été pris pour un œuf pondu par un coq malchanceux. Cependant, les animaux reconnus coupables d'un crime capital n'étaient pas toujours condamnés à une mort immédiate. Un âne et un cochon qui avaient été condamnés à mort ont vu leur peine réduite en appel. Les implications économiques de la perte d'un animal précieux ont pu influencer cette décision. Procès d'animaux.
Parce que les animaux étaient considérés comme une partie vitale de la communauté. Ils partageaient les mêmes avantages que les humains en ce qui concerne la vie de village. Ils étaient donc censés mettre de côté leurs impulsions sauvages et devenir des membres travailleurs et bien adaptés de la société. Le comportement de l'animal défendeur pendant le procès pourrait faire toute la différence quant au résultat. Un mauvais comportement à l'audience serait toujours mal perçu et considéré comme une tache sur le caractère de l'animal. Un reniflement, un battement de queue ou un pet au mauvais moment pourrait faire ou défaire une affaire. C'est probablement toujours le cas. L'intention était un autre facteur déterminant de la culpabilité. Lorsqu'un cochon a été jugé responsable du meurtre d'un garçon de 5 ans en 1457, il a été pendu par les pattes arrière à un arbre. Bien que ces porcelets aient été, je cite, trouvés tachés de sang et inclus dans l'acte d'accusation en tant que complices en raison de leur jeunesse et de l'influence corruptrice de leur mère, ils ont simplement été remis à la garde de leur propriétaire. Le juge a décidé que les porcelets étaient trop immatures pour être considérés comme des co-conspirateurs coupables. Aujourd'hui, nous regardons ces procès avec étonnement et considérons les médiévaux comme superstitieux et ignorants. Mais ils devaient de croire que les animaux étaient des êtres sensibles capables d'émotions et de connaître la différence entre le bien et le mal. Et beaucoup de temps, de soins et de formation ont été consacrés à leur bien-être. Bien que les procès d'animaux puissent nous paraître étranges ou ridicules, il est surprenant de constater qu'ils persistent encore dans le monde moderne. Au Tennessee, en 1916, un éléphant nommé Mary, qui a tué son dresseur, a été pendu à une grue. Et en Macédoine, un ours a été reconnu coupable de vol de miel à un apiculteur, les services du parc ayant dû payer 3 500 en dommages et intérêts au nom de l'ours. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous pour voir nos nouvelles vidéos hebdomadaires.